Donc, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier Color Panel du réseau Color de Life avec trois experts du réseau que je vais présenter et qui vont se présenter d'ailleurs. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des CMF dans les transports. On va voir qu'est-ce que c'est la CMF, qu'est-ce qu'elles évoquent dans le domaine des transports, qu'en est-il aujourd'hui au niveau de la couleur et que va-t-il se passer dans les années à venir? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Alors, avant de commencer, on va écouter d'abord Sabine, en haut à gauche de l'écran, qui va se présenter. Alors, Sabine Panetra, donc moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine du design couleur, matière et finition, CMF, chez différents constructeurs, pour différents constructeurs, et je suis la fondatrice de Furiously Sustainable, et je fais partie donc du réseau d'experts de Color the Life. Ce qui me tient à cœur plus particulièrement et plus récemment, ce sont tous les sujets liés au développement durable et au CMF responsable. Merci Sabine. Thierry, si tu veux poursuivre. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Thierry Cornet, donc depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, travaillant dans le monde de la couleur dans l'industrie automobile. Je suis aussi fondateur de la société Perception, qui donne des conseils dans tout ce qui est management de la qualité perçue par la couleur. Mon truc à moi, c'est plutôt les processus, l'industrialisation, la peinture, les différents matériaux, les plastiques. Je développe aussi beaucoup de plastiques recyclés. Comme Sabine, un dada aussi qui est vraiment le développement durable et ce qu'on peut apporter de manière positive à l'avenir avec les CMF. Voilà. Donc, je suis plutôt un lien, moi, entre les designers, les ingénieurs et les différents producteurs. Merci Thierry. Et Nadine, nous t'écoutons. Bonjour, Nadine Cahen. J'ai créé mon agence il y a une bonne trentaine d'années et avec une spécificité sur le travail, sur la finition, sur les matériaux et sur la couleur. Et mes champs d'activité sont vraiment le domaine public, que ce soit le transport ou tout autre lieu public, université, hôpitaux. Merci Nadine. Et donc moi-même, Marion Lamarque, donc je suis designer, je me suis spécialisée dans la couleur voilà, il y a plus de 20 ans et j'ai fondé le réseau Color de Life. Donc je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour débattre du sujet CMF et mobilité. Nadine, tu as dit que tu avais fondé ton agence il y a plus de 30 ans. Alors qu'est-ce que c'est pour toi, selon toi, la CMF? Couleur, matière, finition. C'est dur d'expliquer ça comme ça. Sabine, est-ce que toi, tu aurais un moyen de la décrire simplement? Moi, j'ai tendance à dire quand je parle quand je parle rapidement avec des gens, que c'est en gros tout ce qu'on voit, qu'on touche, enfin, et plus particulièrement dans l'automobile, par exemple, enfin, tout ce qui fait appel au sens. Si on prend le transport, effectivement, c'est le domaine où on va définir, étudier, proposer des teintes, des finitions, des textures, des touchés, de l'haptique, corrélé évidemment à l'éclairage parce que la lumière interagit avec les matières, les finitions et les couleurs. Ça, c'est la version simple quand il s'agit de définir un peu le périmètre. Ouais, je dirais que c'est très très large la CMF, hein. Si on prend dans le mobile, dans l'automobile, c'est toute pièce visible par le client qui doit être décorée. Donc c'est toute pièce esthétique. Il y a besoin d'une couleur, donc forcément d'un matériau parce que c'est lié, mais aussi d'une finition qui fait que la pièce a une belle esthétique ou pas. Alors je peux rebondir et je dirais que pour moi la CMF c'est vraiment la valeur perçue et le sentiment que l'on a quand on est dans un espace, dans un lieu, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, et le bien-être ou le mal-être que l'on peut en ressentir. Moi, je rajouterais aussi que c'est la dimension émotionnelle d'un produit, évidemment.
Elle peut avoir une dimension fonctionnelle aussi sur les produits. Tu disais, un toucher, une couleur peuvent aussi aider à repérer un usage. Et pour les marques ou les industriels, c'est aussi le moyen le plus simple de renouveler un produit. C'est de lui en changer les couleurs, puisque évoluer sur la couleur coûte beaucoup moins cher que refaire un moule de pièces, par exemple. Voilà. Moi, j'aime bien le côté émotionnel, c'est-à-dire que tu transmets quelque chose par la couleur, de la manière dont tu habilles les choses de manière générale, qu'on soit dans l'automobile, dans le mobilier, etc. Tu essaies de traduire quelque chose. Euh, quand tu as un objet qui est blanc, tu vas pas avoir la même émotion, la même sensation que s'il était rouge, jaune ou bleu. Donc, c'est tout le pouvoir aussi de ce qu'on appelle la CMF, c'est-à-dire de faire transmettre une émotion, de faire passer un message. Et on a bien vu que chaque couleur ayant une signification différente, ou même chaque aspect, donc chaque finition, a une perception différente, donc a une interprétation différente au pouvoir émotionnel. Et justement, Sabine, comment tu l'utilisais? Quel était ton rôle finalement en tant que designer CMF dans le transport? Bah, j'en ai eu plusieurs. Euh, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup sur plutôt l'aspect prospectif, les innovations. Donc, c'est réfléchir à très long terme sur le développement, le futur des matières, des couleurs et des finitions qu'on va utiliser. C'est réfléchir à des futures stratégies de personnalisation. Enfin, on en reparlera sans doute, mais c'est quand même une obsession générale de comment faire vivre si on parle des voitures, de faire vivre des objets qui ont une longue durée de vie, qui sont pas renouvelés si souvent, même si euh, ça a été, on va dire, pendant un moment, la volonté de raccourcir les délais enfin, de raccourcir, oui, les délais de renouvellement des voitures. C'est plus forcément une obsession maintenant, c'est plutôt de faire vivre ces voitures le plus longtemps possible, leur donner de la nouveauté, comme tu disais, un peu à moindre coût, enfin à moindre investissement. Donc, je pense, une des grandes thématiques dans le travail d'un designer CMF, c'est de voilà, travailler sur le renouvellement, des astuces. Est-ce qu'on peut facilement changer une couleur? Est-ce qu'on peut facilement changer une texture sans renouveler un moule? Et puis, enfin, il y a plein. Est-ce qu'on peut substituer un matériau par un autre? Il y a ça, et puis il y a comment est-ce qu'on va le faire? Comment aussi, il y a tout un travail qu'on ne se rend pas forcément compte, mais comment on va tout simplement maqueter ce qu'on a envie de prouver euh, après de façon industrielle. Donc, je pense à ça parce que changer une texture, alors à la fin, on va essayer de faire sans forcément refaire un moule. Mais comment est-ce qu'on maquette cette nouvelle texture et la technologie que l'on soupçonne, que l'on souhaite pousser de façon industrielle? Enfin, voilà, donc il y a tout ce domaine-là. Et puis, on va se projeter sur qu'est-ce qui se passe dans 2 ans. On a un peu un effet de collection, on peut avoir des effets de collection, d'édition limitée. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand on va changer la voiture? Et puis on réfléchit aussi globalement quelle identité avec les CMF, les couleurs matière finition, on donne à la marque et on va donner à la marque. Et ça peut être dans 10 ans en fait. Oui, les lignes d'un véhicule vont évoluer, mais aussi toute l'offre en termes de couleurs, de matériaux et de finition. Et si on se focalise sur le développement durable, comment est-ce qu'on va prendre ces contraintes en compte? Est-ce que les choix vont devenir de plus en plus restreints? Est-ce qu'ils vont devenir de plus en plus illimités parce qu'on a aussi des technologies qui le permettent? Enfin, voilà, c'est énorme en fait le domaine d'action. Puis ça dépend des constructeurs, ça dépend même est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est un nouveau moyen de mobilité? Oui, parce que les renouvellements de ces produits sont pas très réguliers, dans le sens où ce sont des produits qui ont une durée de vie très longue. Et quand Ouais, tu parlais de renouvellement, c'est aussi le renouvellement à la revente, par exemple, sur le ouais, marché de l'occasion. Ouais. ouais. Ça, on y pense aussi. Bon,
Moi, je pense il y a toujours cette volonté de toujours mettre sur le marché des choses différentes pour booster les ventes ou rebooster les ventes. Donc, pour moi, on n'a pas terminé d'habiller différemment. Enfin, moi, je vais parler pour les véhicules. Donc, si tu veux, c'est clair qu'une voiture, aujourd'hui, la durée de vie d'une voiture, c'est quoi? C'est 4 5 ans avant d'être renouvelée. C'est de plus en plus court. Renouvelé par le constructeur ou Par le renouvelé par constructeur. le... Oui, par le constructeur. Donc, si tu veux, si tu pars du principe que tous les allez, 5 ans, tu changes, tu passes d'une génération à une autre, il faut que tu animes pendant ces 5 ans. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle des facelifts, hein, tu vas faire des phases 2. Et entre ces phases 2, tu vas aussi habiller différemment, donc avec toutes les contraintes industrielles que ça peut engendrer. D'un point de vue industriel, il faut suivre aussi ça. Et tout n'est pas possible. Et je vous rejoins, il faut toujours le faire à moindre coût parce que malheureusement, habiller une voiture, ça coûte cher. Mais tu n'as pas d'autre choix que de l'habiller. Moi, je suis vexée quand tu dis habiller. Je trouve qu'on fait plus que habiller. Là, Enfin, Alors, je suis désolé, c'était pas le On but. a... mais C'était pas le but. non, mais ça fait très cosmétique restreint, alors on va quand même des fois, enfin, on va taper même dans du structurel qui a un rendu visuel esthétique. Donc, je dirais Ah plus ouais, que habiller quand même. Là, moi, finalement, l'expérience que j'ai sur le transport, c'est vraiment toute autre expérience. Ça a été l'habillage de la ligne 1 du métro de Paris. Et la demande n'était pas du tout, c'était vraiment la notion de pérennité, la notion de résistance et à la fois la notion de pouvoir créer un espace qui soit beaucoup moins anxiogène. Donc, on avait, à l'inverse du temps dans lequel vous êtes en train de parler, nous, on était sur la notion de pérennité, durabilité et évidemment de bien-être. J'allais Donc, justement on a poser pensé la question. un peu différemment. Que justement, c'est la question que j'allais te poser parce que dans ces transports-là, la durée de vie est beaucoup plus. Enfin, en tout cas, on ne voit pas Elle leur est manque. énorme, même. Oui, Mm. la demande est vraiment de pouvoir. On sait qu'une rame de métro ne sera pas changée peut-être avant 20 25 ans. Donc il y a vraiment cette notion de, je le redis, de pérennité. C'est comment trouver une expressivité de l'espace qui soit finalement presque pouvant être multiculturel et pouvant euh, rester et être up-to-date encore pendant des années. Et ça peut même devenir quasiment iconique, quoi, parce que quand on a quelque chose qui vit pendant 20 ans dans le public, on va dire, faut que Mais, ça- mais ça l'est déjà. On a des exemples de TGV qui pour nous, sont très iconiques. Et le choix, la fonctionnelle des matières aussi a de l'importance. On n'est pas dans un usage privé, effectivement, on est dans un usage public. Les pieds, les frottements sont déjà, pour les matériaux, vous avez des contraintes très fortes dans l'automobile, mais des contraintes, je crois, encore plus fortes dans tout ce qui va être transport public et ferroviaire. Mm. Carrément. Ah ouais, elles sont énormes. Les contraintes sont vraiment, tout est soumis à des tests de durabilité. Il faut voir qu'un métro, on a mis, je crois, du jour du concours à la mise en ligne, je pense que ça a dû prendre 7 à 8 ans, 8 années à peu près. Donc, on ça, est Donc que c'était déjà, vraiment trop quand on le long. conçoit et quand il sort, il y a des... Oui, là, on agit vraiment sur le très long terme. Dans les transports, on est sur du temps long, sur de la pérennité. Tu nous disais qu'il y avait des grosses contraintes au niveau fonctionnalité des matériaux, etc. Est-ce que justement dans tes choix couleur, matière, finition, ça t'a contraint? Est-ce que c'est des projets plus compliqués qu'en architecture et du coup, comment tu as contourné la difficulté? Alors oui, c'est des projets beaucoup plus complexes parce que déjà, il y a une sorte de formatage, c'est-à-dire que vraiment,
la marge de manœuvre est vraiment très faible parce qu'il y a des idées très préconçues sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut se permettre dans le transport. Donc déjà, ça a été, c'est pour cette raison aussi qu'on a été retenu pour la ligne 1, parce qu'on avait modifié la façon de positionner les couleurs et comment dire, les habitudes qu'il y avait à la RATP. Je veux dire, dans le placement dans Allô, l'espace? vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, 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 dans le placement dans l'espace, dans ce que l'on peut se permettre, ne pas se permettre. Par exemple, cette ligne où j'ai beaucoup utilisé le blanc quand même un peu. En fait, je ne l'ai pas traité comme une voiture, je l'ai traité plus comme une mini-architecture, avec des positionnements de couleurs très différentes, en créant vraiment des volumétries et des lisibilités de l'espace auxquelles le transport n'est pas forcément habitué. Et après, quand une fois le concours gagné, il y a eu des temps de discussion très très forts entre l'image qui a été acceptée et le projet final. Et il a fallu vraiment tenir bon, vraiment, pour que ça soit l'expression de ce que l'on a voulu dire. Et tu as Oui, eu Je ne sais des pas si retours je suis sur très ces claire. projets? Des retours d'usagers? Oui, alors j'en ai un, c'est que c'est presque des seuls métros qui n'a pas été tagué. Donc ça, c'est un retour direct de respect de cette ligne. Et très souvent, quand j'en parle, ou il n'y a pas très longtemps, sur Instagram, j'avais posté une photo et quelqu'un, je crois que c'est un Italien, qui m'a répondu en me disant que vraiment c'était un métro qui le mettait en joie et qu'il m'en remerciait. Donc c'est vrai que j'ai souvent des petits messages de sympathie par rapport au côté plus expressif, plus joyeux, plus coloré peut-être que certaines autres lignes. Et toi, Sabine, tu concevais l'intérieur d'un véhicule comme une mini-architecture aussi? oui, on parlait de petites maisons, enfin petites ou grandes d'ailleurs. Mais ça se rapprochait un peu plus effectivement, on faisait assez rapidement le lien avec l'habitat, parce que ce qui est intéressant quand on est d'ailleurs chez un constructeur, c'est que un intérieur automobile est quand même composé d'un grand nombre de matériaux, d'une grande diversité de matériaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer que des textiles, mais déjà sur une assise, donc c'est comme une chaise, on va avoir une finition éventuellement textile, cuir. Quelque chose encore alternatif. On va avoir un tapis, un revêtement de sol, on va avoir une finition de toit, on va avoir des vitrages, de la lumière à valoriser comme pour un intérieur, on va dire. On va avoir des choses qu'on a dans la main de façon plus permanente, hein, le volant, mais voilà, on va avoir des habillages, de la déco, limite un lit à l'arrière, une banquette. Si on pense, moi j'ai brièvement travaillé pour des camions, donc on a véritablement là un lieu de vie. Donc oui, oui, on fait le lien plus petite maison que vraiment véritable architecture. Et Nadine parlait du métro qui était coloré, qui mettait en joie. Dans l'automobile aujourd'hui, alors je vais prendre un exemple très personnel, mais quand j'étais petite, mes parents ont eu des voitures, une Audi orange, Ouais, une Peugeot rouge, une Talbot verte, une Twingo vert pomme. ouais. Aujourd'hui, les villes, nos voitures contribuent fortement à les griser. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est marrant parce que je repense au textile des métros. On a des fournisseurs qui fabriquent aussi bien pour des automobiles que pour le métro. Et c'est marrant parce en visite d'usine, on est tombé une fois sur des métrages de certains tissus et on les reconnaît tout de suite. Donc, en tant que designer, on était fous, en fait, déjà parce qu'ils étaient très colorés, c'est vrai, mais surtout qu'ils étaient iconiques. C'est les velours qu'on retrouve, alors je sais plus sur quelle ligne, mais on les trouvait géniaux, alors que
c'est vrai que d'un point de vue cahier des charges, ils sont encore plus contraints que les nôtres. Donc, c'est pas des textiles, comment dire, c'est des textiles qui sont très techniques aussi, finalement, mais très colorés. Alors que nous, on essaie de pousser un peu les frontières de ce qu'on peut faire avec nos cahiers des charges. Et enfin, c'était marrant, on avait cette réaction un peu, waouh, ils sont trop bien, alors que c'est des textiles qu'on pourrait considérer peut-être moins, moins bons, moins expressifs, parce ils doivent être plus solides, plus durables, etc. Et après, pour dire ce qui s'est passé, ce qui se passe, alors c'est vrai on retient globalement une certaine désaturation, mais il y a quand même, enfin, je pense que Thierry confirmera, il y a quand même toujours une partie un peu rebelle, un peu colorée dans chaque offre qui est proposée. Mais après, c'est les ventes qui font un peu le choix. C'est-à-dire qu'une offre au lancement, on a souvent des couleurs très vives parce qu'il faut communiquer je pense aux couleurs extérieures. Il faut que ça se voit sur les affiches. D'ailleurs, on choisit des couleurs en fonction j'ai mis des pubs et des supports. On sait que ça va être imprimé, on sait que ça va être diffusé. Donc, on peut pas non plus choisir n'importe quelle couleur, mais on va éviter des non-couleurs, on va dire, des teintes non saturées. Donc, il y a toujours quand même une offre très colorée, surtout au départ, au lancement. Et après, elle se vend parce qu'elle est très visible, mais on va vite basculer sur des achats de raison et on va basculer sur le vaste sujet de la revente. Et il y a j'ai envie de dire presque une rumeur, mais cette idée préconçue, enfin, qui persiste, qu'il vaut mieux une couleur, un noir, un gris, un blanc, parce qu'après, il faut la revendre. C'est systématique. Et j'ai envie de dire, bah, c'est un cercle vicieux, parce que si on continue d'entretenir ce cercle vicieux, on ne revendra jamais de couleurs. Alors, il y a quelques couleurs quand même qui passent, on va dire, le tri, enfin, je sais pas, le couperet de la revente. Si on est sur des bleus, il y a des bleus très iconiques parce qu'ils ont été beaucoup vus et donc finalement beaucoup revendus. Mais c'est vrai qu'on Et a plutôt des bleus vifs, tu veux dire? bleu, alors enfin, je sais pas si vous l'aurez en tête, c'est le bleu de la 308, c'est un bleu un peu électrique, qui est pas clair, qui est pas non plus bleu marine, hein. Lui, je pense par l'effet de masse, finalement, par la popularité, il arrive un peu à dépasser, enfin, à se retrouver dans une catégorie de teintes un peu classique, revendable. Mais c'est vrai que c'est terrible. Pour moi, c'est ce filtre. Et pour moi, c'est une fausse croyance, en fait, qu'il faut une couleur dans les harmonies du blanc au noir pour mieux se revendre. Il y a une étude hein, justement qui a été faite, alors c'était sur le Ah marché oui, américain, ouais, qui a montré ouais, que les voitures qui perdaient le moins de cotes à la revente, si ouais, on les regardait par couleur, mm, c'était les voitures jaunes. ouais. Mais Est-ce que on a des études, parce mais que les voitures jaunes sont souvent des voitures de sport et donc voilà, est-ce ouais, que c'est la raison? Dépend du continent. ouais. Oui. On a des études par continent. Voilà, on a des teintes par continent. Moi, j'abonde dans le sens de Sabine, et quand on sort un véhicule, il y a toujours une palette de teintes qui est assez colorée. On se bat beaucoup pour développer des teintes colorées. Après, il y a plusieurs facteurs qui font que ces teintes, ben, tu ne les retrouves pas forcément dans la rue. Il va y avoir toute cette première vague de communication avec les couleurs où les gens vont acheter la couleur parce qu'elle est belle, hein. Je pense là, par exemple, moi qui travaille pour une marque automobile, on sort une voiture très colorée là cette année. Bon, bah, il n'y a que des couleurs persistantes, mais tu es obligé d'avoir dans ta gamme des couleurs pour les gens qui veulent passer inaperçus, qui veulent pas voir qu'on a changé de voiture. Enfin, il y a tout un contexte socioculturel lié à la couleur qui fait que, in fine, les gens vont pas vouloir faire de vagues. Donc, ils vont aller sur des couleurs de neutralité, hein, des blancs, des gris, et des noirs. C'est surtout blanc et gris, en fait, hein. Oui, il y a cette histoire de revente hein, qui est comme une épée de Damoclès sur l'ensemble des autres couleurs. Donc, c'est plus facile de revendre une voiture grise qu'une voiture rose, hein. Tu trouveras plus Et là, facilement. effectivement, on parle de couleurs saturées, mais toutes les couleurs
peu saturé Est-ce qu'on est dans le même cas avec un gris qu'avec un beige ou avec un Ça kaki dépend de la métallique? mode. Il y a eu des phénomènes de mode où c'était les beiges il y a 20 ans, on en mettait plus que les gris. Il y a des phénomènes, voilà, il y a des phénomènes de mode. Il y a aussi ce que les concessionnaires achètent. Tu vois, un concessionnaire de base, ça va acheter une voiture pour la revendre. Et donc, dans ses calculs, le vendeur va dire, bah, de toute façon, je regarde, on vend plus de gris et de noir, donc il achète que des gris et de noir. Et puis, le client, quand il veut une teinte colorée, ben, là, il a 2 à 3 mois d'attente alors qu'il peut avoir la grise tout de suite. Tu vois, il y a ce genre de choses. Mais tous les constructeurs proposent des couleurs aujourd'hui. Hein. Euh, c'est pas, c'est vrai qu'on était passé de allez, 15 couleurs différentes par véhicule à 7 maintenant. D'accord? Et il y a les blancs, les gris, puis juste derrière, il y a les bleus, il y a plein de bleus. Et puis il y a les rouges. Alors Nous, on bleu, a c'est aussi parce que c'est ce qu'on appelle bleu, c'est le plus vaste territoire de couleurs, hein. Entre un bleu ciel, un bleu marine, un turquoise, un indigo, tout ça c'est bleu. Ah ouais, mais c'est des bleus plutôt bon, des bleus électriques, oui, ou des bleus un peu sportifs, un peu le bleu. Hein. Il y a des bleus, enfin, chez nous, c'est vraiment alpine et bleu, quoi. Hein. Donc, il y a ce genre de choses. Moi, j'étais assez surpris par les rouges. Il y a 10 ans, des voitures rouges, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. C'était les Ferrari ou les pompiers, tu vois, si je dois schématiser. Et puis, il y a Et eu la ce... 205 GTI. Enfin, si on Oui, parle oui. si on parle de voitures rouges iconiques, la 205 GTI est une icône. Oui, etc. Mais je pense que voilà, tu parles d'un temps où il y avait aussi des R5 orange, etc. Donc c'était très, toi, les années 70, 80, il y avait toute cette couleur pétante. On est devenu plus sage au fur et à mesure du temps. Mais on reprend, là, en ce moment, on reprend de la couleur. Le rouge de la Clio 4, quand il est sorti, c'est un beau rouge, tu sais, avec un effet candy, avec un vernis rouge qui donne de la profondeur. Tu es passé de 3% des ventes en rouge à 30%. Il est devenu iconique, ce rouge. Et il est devenu iconique. Et je pense qu'il y a de plus en plus de teintes qui vont devenir. En fait, ils ont un impact visuel que l'on garde. Et on arrive à le mettre sur plusieurs types de véhicules. Il y a plusieurs constructeurs qui commencent à avoir des teintes iconiques. Et tu parlais de la Twingo vert pomme. Eh ben, c'est sur ça qu'il faut retendre et qu'on va essayer de retendre sur l'ensemble du marché automobile, c'est-à-dire avoir des couleurs impactantes. Mm. C'est un objet qu'on achète, Ouais. plus qu'une Enfin, voiture. ouais. Je trouve que c'est, je veux juste insister 2 secondes sur, tu parlais du rouge Clio, enfin rouge flamme. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que de nos jours, il y a de plus en plus de teintes partagées entre les véhicules. Donc déjà, le rouge flamme, il est arrivé avec Clio et puis on l'a retrouvé sur d'autres véhicules parce qu'il est devenu iconique et c'est devenu un des fondamentaux. Et ce qu'il faut savoir, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de teintes en fait qui sont partagées. Et quand on est dans des groupes, enfin, quand on est des groupes comme Toyota et Lexus, comme un groupe comme Stellantis, il y a aussi cette contrainte de partager les teintes. Et c'est plus facile de partager des noirs, des gris, des blancs parce qu'ils passent un peu inaperçus et il n'y a pas un gris iconique. Enfin, donc c'est pas celui-là qu'on va partager, mais on va dire un gris métallisé, un gris alu il va être facile à partager. On peut éventuellement retrouver le même sur une Peugeot et sur une Citroën, et ça traumatisera personne. Par contre, on peut très difficilement faire ça avec une teinte très colorée. Donc en plus, il faut savoir que les teintes colorées, elles sont vraiment par véhicule, au mieux par marque. Euh, mais c'est aussi très difficile d'avoir une couleur qui fonctionne bien sur un petit véhicule, une couleur, vraiment une couleur remarquable sur un petit véhicule et avoir la même qui va fonctionner sur le SUV dans la même marque. Alors, moi, c'est un challenge que j'ai eu avec mon équipe. C'est pas des rouges vifs et des couleurs très vives qu'on va réussir quand même à développer du véhicule, de la petite voiture jusqu'au gros SUV. Donc, il y a aussi toute cette contrainte, on va dire, de partage des couleurs dans les usines, parce qu'on ne peut pas avoir 15 circulating, 15, comment dire, pour des tuyaux de couleur, enfin voilà. On peut pas avoir 15 pistolets différents. On va les partager et on veut dire, d'en changer un pour un autre, il faut nettoyer, enfin, ça prend du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc,
Et Euh, c'est aussi du déchet, et c'est du nettoyage Exactement. machine, c'est de Ouais, l'eau, et etc., etc. Moi, voilà. effectivement, moi, j'ai travaillé plutôt sur des vélos. Ouais, En travaillant sur le Rock Rider, je crois que c'était le 340, c'est le vélo qui a été iconique il y a une dizaine d'années, qu'on voyait beaucoup dans la rue, qui paraît-il à un moment a été le vélo le plus volé. Mais bon, il était rouge fluo. ouais, Donc c'était une proposition du designer qui s'intégrait parfaitement dans la stratégie qu'on avait mis en place dans la marque, qui était c'est le plaisir du vélo. Et quand on parle de plaisir du vélo, noir, blanc, gris métallisé, c'est pas les premières couleurs qui arrivent quand on parle de plaisir. Et il y avait une vraie volonté de jouer la couleur sur les produits, et ça a été un vrai succès. Ce vélo, il était iconique, mais ça a permis aussi de motiver l'ensemble des chefs de produits des différentes catégories de vélos à oser la couleur. Comment vous travaillez ça, Nadine? Comment arriver à convaincre de choix de couleur, par exemple? prends des notes. C'est les neutres. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait sur le même sujet que vous parce que finalement, je travaille sur des lieux publics et ce n'est pas des objets que l'on achète. Donc, ce n'est pas tout à fait le même système pour penser à un projet. Finalement, moi, comment j'arrive à convaincre sur les dossiers sur lesquels je travaille, c'est vraiment par l'histoire que l'on raconte, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'argumentaire. Il faut que les gens comprennent pourquoi on a fait ces choix. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous, dans ce que vous expliquez pour le moment, c'est l'objet que le client achète. Et ce n'est pas la même chose. Donc, vous procurez par la couleur l'envie de l'achat. Or, moi, que ce soit un métro, un tram ou une architecture, ce n'est pas les mêmes échelles et ça n'est pas, comment dire, le public n'est pas client dedans. Enfin, il est client, mais pas dans la notion de l'achat. Bien-être. Et Et justement, c'est deux mondes pas différents, mais voilà, et pour répondre simplement à ta question, moi, quand je présente un projet, vraiment, je l'argumente, je l'explique, pourquoi j'ai fait ces choix, pourquoi je positionne les couleurs comme cela, voilà, c'est vraiment, je le redis, c'est l'histoire que l'on raconte. Et moi, j'ai des contraintes, c'est-à-dire qu'une architecture ou un métro, c'est, comment dire, c'est contraignant. Donc, je pars de ces contraintes et je pars aussi de l'usage. Donc, c'est un mélange entre l'usage, la contrainte, qui fait que je donne une réponse avec plus ou moins de dosage, évidemment, sur la couleur. Et c'est vrai que la période est plutôt à vouloir être neutre, à vouloir être consensuel, et que l'on a peur des réactions des gens, alors que les gens n'ont pas du tout ces réactions-là, en fait. On peut Nadine, tout à fait oser sans pour autant heurter. Nadine, est-ce Mais que on tu vas pense toujours aller, qu'on va heurter si on utilise la couleur. Nadine, est-ce que tu vas aller voir ce qui se fait ailleurs dans le monde sur des projets similaires ou c'est pas le sujet? Parce que nous, on fait beaucoup quand même d'études de la concurrence. Oui, alors moi toujours, oui, énormément. C'est-à-dire que je fais oui, bien sûr des benchmarks, je regarde un petit peu ce qui se fait. Si c'est un métro, ben, évidemment, on regarde un peu par pays, par lieu, mais j'aime bien faire des pas de côté, c'est-à-dire ne pas forcément regarder ce qui se fait dans le domaine pour lequel je travaille. Et j'aime bien aller explorer sur d'autres territoires pour donner mes réponses. et du coup, justement, Sabine, toi aussi, tu fais, et Thierry, vous faites ce pas de côté, hein. Je suppose d'aller regarder dans les autres domaines Ouais, ce qui pourrait s'appliquer en termes de réponse émotionnelle ou de réponse fonctionnelle. ouais, ouais. On travaille aussi hein, beaucoup le storytelling et on va chercher justement de raconter. On va regarder. Alors, ce qui est difficile dans. Enfin,
pour Nadine, pareil, mais dans l'automobile, c'est comme on est en anticipation d'au minimum 5 ans, c'est vrai que c'est difficile de trouver, de savoir ce qui va marcher dans 5 ans. Donc, on va aller voir d'autres domaines, en particulier le mobilier, hein. On va tous les ans au salon, à la Design Week de Milan. C'est un peu la mecque des designers et on retrouve beaucoup de designers CMF sur place. C'est l'occasion de se croiser. Mais voilà, on va aller voir dans d'autres domaines. Je pense au mobilier, l'architecture d'intérieur. Et puis après, il y a, selon les curiosités de chaque designer, ce qui va nous permettre de pressentir ce qui va venir. On peut se tromper. Et puis, ce qui va nous permettre de raconter ce qui se passe et de faire un lien avec ce qu'on propose. Euh, oui, enfin, j'essaie de trouver d'autres domaines mais on a besoin aussi. C'est très difficile de vraiment d'anticiper ce que vont penser les clients dans 5 ans. Et j'ai envie de dire ceux qui se targuent de pouvoir le faire, je pense que euh, c'est pas plus tangible et factuel enfin, que un plus que d'autres. Et là on se met aussi effectivement dans ce que disait Nadine, c'est en pensant qu'est-ce que les gens voudront acheter dans cinq Mm. ans. Si on se Ouais. remet dans la position de je suis conducteur, Mm. je suis passager, à l'avant, à l'arrière. En tout cas, je vais d'un point A à un point B dans un espace qui m'est personnel. Quels sont mes besoins? Est-ce que Mm. ça permet on va dire, de s'affranchir de la mode? À s'affranchir, je sais pas, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est un sujet. Le travail de designer CMF est sans doute plus le même qu'avant, c'est-à-dire qu'on se considère peut-être comme des designers de service, nous aussi. Donc, on réfléchit beaucoup justement aux usages, aux prestations qu'il va y avoir et comment on les renforce, on les accompagne. Mais je dirais que ça permet pas de s'affranchir, mais ça permet d'être plus complet et de peut-être de viser plus juste. Et toi, Thierry? Moi, mon avis, il est différent parce que déjà, je suis pas designer CMF. Je suis un artisan technicien de la couleur. Et donc, j'ai une analyse différente. Pour moi, je sens beaucoup de regrets dans ce que j'entends parce que c'est comme si on était suiveur. Effectivement, on fait des objets pour que les gens achètent, mais on ne suit pas forcément une mode. Mhm. On fait la mode. On fait la mode de l'automobile. Donc, ce que le client achètera dans 5 ans, le client, il nous fait confiance pour avoir de belles choses. Donc, c'est bien le designer CMS qui fait la mode de ce qui va être acheté dans 5 ans. Tu vois? Donc, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il aimerait bien, mais en fait, non, ce qu'il aimerait bien, c'est ce que tu vas lui proposer parce qu'on va lui proposer différentes choses. Maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on a les capacités de se renouveler et de ne pas refaire la même chose, de proposer, la pression, elle est là, c'est proposer des choses différentes qui n'existent pas, etc. Mais Ouais, mais enfin, tu veux pas faire du différent systématique. Il y a quand même des grands courants, tu passes à côté, tu vendras pas. Enfin, oui, ça se fait. Donc, enfin, faire différent pour faire différent, ça marche plus, ça coûte trop cher. ouais, non, mais c'est clair. Et puis, tu peux retrouver, comme tu parlais de couleurs et de choses iconiques, rien ne t'empêche de retourner sur ce genre de choses. Mais encore une fois, moi, j'ai ma vision à moi. Je suis pas, on n'a pas le même métier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plus brut de fonderie, si on part par là. C'est-à-dire que je regarde les choses un petit peu en externe, d'abord, et je me dis, mais en fait, bah, mesdames, c'est vous qui faites la mode. Mesdames, il y a des messieurs aussi. Oui, c'est pas que. Alors, alors, Ah ouais, on est très peu. Déjà, on habille, on n'est que des femmes, faut arrêter d'entretenir les Ah non, clichés. non, mais faut dire ce qui est. C'est on est très peu déjà dans le monde de la couleur, rien qu'à cause des problèmes de mais daltonisme, tu etc. On est tu très- soulèves quelque chose d'amusant. C'est effectivement, moi, je me suis rendu compte depuis 25 ans, c'est que les théoriciens et les théoriciens et les techniciens sont souvent des hommes
et les praticiens, les créatifs, sont souvent des femmes. Et ce qui est intéressant justement quand on travaille la couleur, c'est qu'en fait, il faut travailler ensemble et heureusement, à la fin, ça équilibre. Mais oui. Dans Ah oui, Color de Life, c'est quoi en proportion? J'ai jamais fait le Euh, calcul. Dans Color de Life, nous devons recruter encore quelques hommes, mais, D'accord. et, On est mais, pas mal. mais il y en a quand même, il y en a, oui, 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 ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Mm. moi, toute ma vie, j'ai travaillé qu'avec des femmes. Et du coup, Toute ma vie professionnelle, hein, parce que, mine de rien, c'était. Enfin, ça, je m'étais et pas les choses posé la Et évoluent, c'est hein. marrant ce que tu dis, Marion, c'est tout à fait vrai, c'est ce que j'avais constaté aussi, c'est que la partie théorique est vraiment réservée aux hommes, et la partie plus praticien, sensible, c'est plus en effet des femmes. Et moi, je ne crois pas, Thierry, enfin, moi, je le redis, hein, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'objet que l'on achète, mais plutôt dans les lieux que l'on pratique. Donc cette notion de mode, je n'y suis pas confrontée. Savoir ce qui se fera dans 5 ans, c'est pas forcément par là que j'aborde mes projets. Je les aborde, je le redis, plutôt par l'usage, par la pratique, par l'architecture, par comment c'est dessiné, et toute cette corrélation qu'il y a entre les choix que l'on peut faire et le design qu'il y a. Donc je ne suis pas soumis à cette notion de mode, je suis plutôt soumis à la notion de pérennité, oui, de longévité. Et est-ce que, Mais personnellement, j'ai aucun regret dans la pratique de la couleur. Je pense que l'on peut tout à fait s'exprimer d'une manière très forte et, pouvoir bien l'argumenter et bien l'expliquer. et est-ce que aujourd'hui, dans vos projets, euh, au-delà de la notion de durabilité de la pièce peinte, etc., hein, de la durabilité technique, son vieillissement aux UV, etc., par rapport aux qualités industrielles habituelles, aux normes, aux standards d'aujourd'hui. Le côté développement durable, hein, c'est-à-dire production de la couleur, choix des process de transformation, choix des matières colorantes au départ, influence votre travail aussi bien en création qu'en développement. Et si oui, comment? Qu'est-ce que ça vous a fait changer dans votre pratique? Moi, je fais plus que ça, donc je vais dire que oui, clairement. Bon, après, c'est un choix de travailler sur des projets où ça va être justement ça, l'obsession numéro un. Voilà, euh, c'est-à-dire c'est plus limité à, on va dire, une surface et un rendu final, mais c'est connaître, s'assurer, voilà, de possibilités de. Enfin, j'ai envie de dire, ça va être même réfléchir au business model qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est sur de la circularité, sur de l'upcycling, du surcyclage? Enfin, donc oui, enfin pour moi carrément ça a tout changé, bon par choix. Mais on va réfléchir à quel matériau choisir, quel process choisir, dans quel modèle d'affaires on s'inscrit. Donc, tout a changé. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et puis ce qui va être intéressant, c'est que, enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur aussi les idées préconçues. C'est-à-dire qu'il y a aussi maintenant cette espèce d'affolement, on va dire, sur le développement durable parce que, ben, on va dire, le temps nous est compté et c'est-à-dire qu'il faut que les choses s'accélèrent parce que ben, la planète, elle se réchauffe un peu trop vite. Et donc, il y a cette espèce d'excitation qui peut être très positive, mais on va vite tomber dans OK, bah, il nous faut des matériaux alternatifs, il nous faut des matériaux recyclés. Et se pose la question des gisements, où est-ce qu'on va trouver de la matière à recycler pour la mettre dans nos voitures. Et puis, si on parle des voitures, c'est des voitures, il va falloir avoir des pièces de rechange pour 10 ans quand même. Donc, il faut assurer des gisements de matière à recycler pour 10 ans. Donc, on se pose plein de questions. Et puis, on zappe aussi le fait que dans certains cas, et donc il faut prendre on va dire chaque pièce, chaque matériau au cas par cas, dans certains cas,
conserver le matériau actuel, c'est peut-être la meilleure solution. Parce qu'en fait, les filières, elles sont amorties, les outils sont amortis. Les process de recyclage d'un polypropylène classique, là, les filières existent, alors que d'aller choisir un matériau biosourcé, ben, on ne sait pas comment le recycler. Il est recyclable, j'ai envie de dire, tous les matériaux sont recyclables. Par contre, on n'a pas les filières pour recycler tous les matériaux. Donc, oui, oui, enfin, moi, je vais m'arrêter là, mais enfin, tout a changé et tout est plus complexe, j'ai envie de dire temporairement, jusqu'à ce que ça soit la nouvelle normalité. C'est complexe, mais c'est excitant. Ah Dans ouais, le ouais. sens où tu découvres quelque chose de nouveau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des technologies qui nous remuaient autant dans nos manières de travailler. Donc maintenant, moi, je rejoins Sabine, c'est devenu un réflexe dans les propositions des designers, dans les manières de les transformer. Après, je dirais que c'est pas un réflexe que tout le monde a au sein d'une même entreprise, parce qu'il y a des problématiques de coût, il y a des problématiques de réalisation qui font que ça freine les choses. Mais globalement, dans l'ensemble, je pense qu'on est en train de se mouvoir pour que ça soit de plus en plus possible. Mais il y a des freins comme les filières, les matériaux recyclés. Ça fait longtemps que je développe des matériaux recyclés. Alors, avant, il ne fallait pas en parler parce que le client, il ne fallait pas qu'il ait l'impression qu'il ait des déchets dans sa voiture. Ça coûtait rien. Maintenant, faut qu'il y en ait et ça coûte plus cher qu'une matière qui n'est pas recyclée. Tu vois, il y a ce genre de choses. Euh, on a travaillé beaucoup pour des matières recyclées dans l'automobile pour certaines marques. Il fallait se battre au jour le jour pour que jusqu'à la fin du projet, on garde cette matière recyclée. Voilà. Et on a le challenge aussi de la communiquer. C'est-à-dire que on met de la matière recyclée, on va dans le bon sens, on est fier de l'avoir fait, on veut le montrer, on veut que le client comprenne que ça soit aussi quelque chose de recyclé. Donc ça change fondamentalement, j'imagine, la manière de penser les CMF. Et justement, le fait que ce soit des matières recyclées, quels sont les impacts en termes de choses possibles, d'aspect de surface, enfin, de finition, de texture et surtout de couleur? Ah, le premier réflexe, c'était de se dire on veut la même chose qu'avant. Pour pas, dans le monde de l'automobile, on n'aime pas être trop clivant, en fait. Le marketing n'aime pas, les patrons n'aiment pas, parce que donc d'avoir quelque chose de clivant, donc on veut pas, donc on veut que le noir reste noir de la même manière, etc. Eh ben non, c'est pas possible. Par essence, une matière recyclée, c'est des poubelles que tu as broyées, etc. Enfin, des choses qui sont issues de déchets. Donc la couleur, tu la maîtrises un peu moins. Donc de vouloir persister avoir quelque chose d'uniforme tout le temps, la même chose, d'avoir quelque chose d'hyper robotique dans la manière de penser, c'est contraignant. Et puis, ça va en contresens du développement durable parce que tu vas rajouter des produits pour. Voilà. Donc, en fait, en termes, enfin, mon analyse à moi, c'est que ce n'est pas des contraintes, mais c'est ouvrir à l'hétérogénéité. Ouvrir à d'autres types de couleurs et voilà, c'est pas une contrainte, c'est une manière différente de faire des CMF. Je sais pas si je suis très clair, mais moi je trouve ça magnifique. Cette manière d'avancer, d'avoir à disposition ces outils-là. Euh, c'est comme si on pensait maintenant une couleur en plusieurs dimensions. Oui, on rajoute, on va reprendre la notion temps de la couleur. On a eu un oubli de la couleur physique avec l'arrivée du digital de manière massive, qui nous a habitués à des couleurs extrêmement vives, lumineuses. Comment l'intégration de l'éco-conception, l'éco-production, du coup du développement durable aussi, pour être plus large, influence en fait votre travail et qu'est-ce que ça contraint dans les choix des couleurs, dans les choix des procédés de transformation de la couleur, et que ça soit de l'échantillonnage d'ailleurs, jusqu'à la production en série. Et moi, la question que enfin, c'est concrètement, est-ce qu'il y a des exemples de choses que vous avez pu faire évoluer ou de couleurs que vous avez abandonnées
On sait que les fluos, par exemple, sur les vélos, donc c'était très, très efficace parce que ça permettait beaucoup de visibilité aussi aux cyclistes. Quand on parle de mobilité, on doit parler de sécurité. Je pense aux finitions rétro-réfléchissantes, tous ces matériaux-là ont un vrai usage fonctionnel, mais ne sont pas pour l'instant disponibles avec j'en sais rien moi, des matériaux biosourcés, à moins de travailler peut-être sur de voir les projets qui se font, comme je pense à Glow Design, sur le travail de la lumière émise par des bactéries. Voilà, donc de plus être dans la couleur, mais de partir directement par la lumière. Déjà, on est industriel, donc on doit avoir des solutions qui sont industrielles. Donc d'avoir des choses qui marchent, mais qui sont biosourcées, etc., qui sont vertueuses, mais qui ne sont pas duplicables industriellement, c'est pas viable. Je pense aussi dans nos métiers, le CMF pour l'automobile par exemple, faire du greenwashing, c'est assez facile. C'est ce qu'on doit éviter absolument. Donc ça, c'est une grosse contrainte. C'est-à-dire de ne pas faire du recyclé juste pour recycler, et faire du recyclé, ou dire qu'on est sustainable, puis derrière, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire faire une pièce aujourd'hui que tu sais pas recycler parce qu'il n'y a pas la filière, mais mettre, je ne sais pas, une matière biosourcée dedans, bah, c'est inutile. C'est du greenwashing parce que tu crées quand même un déchet. Voilà. Ou alors faire une surproduction de plastique pour pouvoir le broyer et le remettre dans d'autres pièces. Ça, c'est du greenwashing aussi. C'est de la matière recyclée. D'accord? Donc, il y a beaucoup de pièges qu'il faut éviter. Donc, je ne parle pas de CMS, je parle de la manière de réaliser les choses. Moi, je pense que la plus grosse contrainte qu'on ait aujourd'hui, c'est le greenwashing. Sabine? Oui. Non, j'écoutais puisque bah, j'ai la chance de travailler sur des projets, d'autres projets. Alors, après l'expérience beaucoup automobile sur de la mobilité plutôt du dernier kilomètre, enfin sur des projets, on va dire, qui sont industriels, mais qui sont à une autre échelle, avec d'autres cahiers des charges, d'autres contraintes. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être sur d'autres mobilités qu'on va voir apparaître des solutions qui petit à petit vont devenir industrialisables et peut-être industrialisables en masse. Mais c'est très intéressant ouais, sur de travailler sur d'autres objets où bah, si ces objets sont développés, c'est qu'il y a aussi une volonté de trouver des alternatives à la voiture qu'on va dire classiquement plus polluante, hein, sur voilà, des alternatives électriques ou même musculaires. Et c'est des entreprises qui sont avant tout peut-être engagées, avant même d'avoir développé leurs produits ils savent que voilà, il est hors de question d'aller dans le greenwashing, que ils vont être les plus vertueux possibles. Et c'est là peut-être où on va trouver des solutions qui vont, j'espère, après se diffuser dans l'industrie automobile pendant qu'elle-même évolue, mais très 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 trop doucement. Très doucement. Mais par essence, tu ne peux pas évoluer rapidement. Mais moi, je resterai quand même assez positif. On s'est mis en direction mieux. Tu vois, ça va lentement, certes, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, hein, qu'elles soient économiques, qu'elles soient de réalisation, etc. Mais moi, je peux remarquer hein, que on se met en posture vers le Surtout mieux. que avant même de parler de changement d'outils de production, de changement de matière, ne serait-ce qu'avoir une grande prise de la qualité perçue sur toute la chaîne, de vraiment maîtriser les processus. Alors, c'est déjà le cas dans l'automobile, mais ce n'est pas forcément le cas dans toute l'industrie de la mobilité. Ça permet déjà de faire des économies de CO2. Et ça, on gagne du temps humain de plaisir à travailler sur des sujets intéressants. En faisant moins d'échantillons, on fait aussi des économies CO2. Mais j'allais dire, c'est juste parce que par un bon travail du process. Nadine? Personnellement, je disais, à mon agence, on est vraiment dans une grande recherche des matériaux, c'est-à-dire qu'on y va avec prudence.
on se rend compte que on cherche beaucoup où sont produits les matériaux, comment ils sont acheminés, et évidemment, ça influence les réponses qu'on est en train de faire. Et par conséquent, ça influera sur les polychromies et sur la part de la couleur. Mais pour le moment, on est plutôt à refaire une recherche sur les matériaux, sur leur origine, comment ils sont produits, quelles sont leurs qualités. Voilà. Donc c'est plutôt une période qui est très intéressante parce qu'on revoit un peu les paradigmes avec lesquels on travaille. On remet un peu à plat tous ces éléments-là, tous nos outils de base que sont les matériaux. Et Thierry en parlait tout à l'heure, moi ça c'est un de mes chevaux de bataille, la couleur hétérogène. Ça a commencé par le broyage, on a plein d'exemples de matières comme ça, dans le sport, dans le produit hard. Tu utilises aussi ça? Qu'est-ce que tu en penses toi, de cette évolution de la couleur qui n'est plus uniforme? Oui, à partir du moment où on va intégrer dans nos réponses des matériaux qui seront recyclés, forcément l'unité de la teinte ne sera pas là. Et c'est plus le matériau avec lequel on va répondre, qu'il soit hétérogène ou homogène. Et là, il sera accepté à partir du moment où on comprendra sa composition et à partir du moment où on comprendra la nécessité d'utiliser ce matériau-là. Donc oui, on sent que cette notion du matériau non homogène va commencer à rentrer dans les réponses que l'on va faire, oui, c'est certain. Thierry? Justement, c'est l'histoire que l'on va raconter autour de ces matériaux qui est ultra importante. On voit les objets et on va raconter une histoire qui va autour. Et moi, ça, je trouve que c'est magique parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'histoires à raconter autour de ces matériaux hétérogènes qu'avant. Tu vois, enfin, c'est mon point de vue. Je pense que c'est magnifique ce qu'on va dire avec ce design CMF sustainable. Et Sabine, toi, comment tu l'as intégré? Ça a été une volonté, c'est une volonté d'intégrer l'hétérogène ou, comme Nadine, c'est par le process que Ouais. l'hétérogénéité. Ouais, c'est pas forcément une volonté. Après, ça va dépendre du projet. Enfin mais je pense qu'on est en train de dépasser le côté un matériau recyclé, ça doit être hétérogène, ça doit être aspect papier mâché comme dans les années 90. Donc pour moi, c'est plus quelque chose on fait avec. Quand il existe, on explique pourquoi, on raconte l'histoire. Mais ça fait partie du. Du coup, là, c'est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est finalement l'hétérogénéité était un vecteur esthétique, alors qui Mm, venait d'un process, mais qui était un vecteur esthétique de la CMF mm, responsable. mm. Et aujourd'hui, tu penses qu'on va vers quoi en termes justement d'esthétique responsable? C'est une bonne question. Enfin, j'ai pas forcément la réponse. Je pense juste à un sujet, on en a parlé un peu plus tôt, là, parce que Thierry était plutôt sur les plastiques et le fait que les matériaux recyclés remettent de la couleur pour qu'ils ressemblent à ce qui existait avant, c'est peut-être pas ce qui est le plus vertueux. Je pensais par contre au niveau des textiles, on est quand même, il y a quand même là. Il se passe des choses sur le fait que on évite le surteintage ou de décolorer des matières pour les recolorer, donc les textiles, ou je pense à des décors en bois par exemple. Euh, donc il y a quand même pour moi un avenir qui se dessine, mais pas limité à ça, où on est sur plus des couleurs naturelles, c'est-à-dire qu'on revient, on est sans maquillage, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quand tu veux dire quoi? Quand tu parles de couleur naturelle dans la teinte, ou tu veux dire couleur naturelle, un polyester recyclé, Pas de il couleur. n'y a pas de couleur. C'est ça, tu Voilà. veux dire la couleur brute. La couleur brute, c'est-à-dire ouais, sans maquillage, c'est-à-dire que voilà, la couleur enfin, d'origine, alors ça implique d'autres problèmes, ou alors c'est peut-être là un peu extrémiste d'aller jusqu'à des matières, on va dire nues, brutes, mais en tout cas, elle est beaucoup plus dans la nuance de ce qu'on va, c'est-à-dire, enfin, alors, si je prends l'exemple d'un plaquage bois, typiquement dans l'automobile, on veut une certaine uniformité, une reproductivité d'une voiture à l'autre, d'une pièce à l'autre.
Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va prendre le bois qui nous intéresse plutôt par son graphisme et on va le décolorer, le blanchir et le recolorer tout à la même teinte pour avoir cette uniformité. Je pense qu'à l'avenir, on va pas forcément garder la teinte du bois brut telle qu'elle est dans la nature, mais on va peut-être juste la teinter sans faire des décolorations avec des produits chimiques assez extrêmes. Voilà, c'est un exemple un peu simplifié. Voilà. Donc, couleur un peu d'origine ou plus légèrement modifiée en prenant en compte, en ne complexifiant pas le procédé de coloration. Peut-être s'interdire des choses aussi qu'on sait très polluantes, Le parce chrome, que tu veux? bah, il y a peut-être ça aussi, le chrome. Le chrome. Il y a une grosse réflexion sur le cuir aussi, parce que bah, les processus de tannage aujourd'hui sont ultra polluants, Non, il y d'accord? en a plein de nouveaux, je suis pas d'accord. Il y en a déjà plein de Il y nouveaux en a plein anciens de nouveaux, qui mais sont je pas parle polluants. industriellement Non, parlant pour le industriel, les constructeurs allemands ont des tannages. est très cher. Oui, mais tu peux pas dire qu'ils n'existent pas et qu'ils sont Oui, pas oui, oui. industriels. Alors, je reformule. Disons Ouais. que Ah non. c'est très peu Alors, accessible. le déchet le plus respectueux de l'environnement, le cuir. Ah, Exactement, dans un bon process. exactement. Moi, je suis triste parce qu'il y a un cuir bashing en ce moment. Il y a aussi un Mm, plastique bashing, mais il y a un cuir bashing. Alors que la première matière recyclée de l'espèce humaine, c'est le cuir quand même. mm. Donc, voilà. Après, moi, je pense que ce genre d'action va faire bouger les autres, ceux qui ont des systèmes très polluants pour tanner le cuir, etc. Ça va les obliger à bouger Mm. et à être plus respectueux de l'environnement pour redonner ces lettres de valeur, enfin ces lettres de noblesse, je veux dire, à ce matériau qui est formidable. Il n'y a pas plus respectueux que d'utiliser le cuir d'un animal pour en faire, pour le valoriser. Tu vois, ça, c'est mon avis. Un déchet. Mm. Voilà, donc voilà. Par contre, ouais. Ouais. Non, mais tu mets le doigt sur pareil, je pense, des confusions qu'il y a, c'est-à-dire que le cuir, si on souhaite ne pas avoir affaire à des produits issus d'animaux, je comprends que voilà, on veut rien avoir avec le cuir. Par contre, si on a comme obsession pas cette thématique, mais la thématique du développement durable, il faut accepter le cuir parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur le fait. Alors déjà, donc, il y a des processus de tannage maintenant qui sont respectueux de l'environnement. Les tanneries voilà, ont même des micro-usines sur place qui recyclent aussi l'eau, enfin, voilà, qui prennent ça en charge. Il y a et il y a des réglementations qu'on connaît pas assez, qui fait que le cuir, enfin les peaux qui sont utilisées pour faire du cuir sont systématiquement des déchets. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire des élevages, tout ce qui est bovin, on va dire, et même tout ce qui est poisson. C'est interdit de faire des élevages juste pour récupérer la peau et jeter le reste. Enfin, et puis, il faut savoir qu'on mange de plus en plus de viande dans le monde, pas forcément en Europe, mais dans le monde. Donc, c'est un cuir enfin, c'est un matériau pour l'instant qui va pas encore s'épuiser. Donc, mais par contre, effectivement, si on veut éviter des produits animaux, là, je peux comprendre le rejet, mais j'ai du mal à le comprendre Du dans coup, un contexte. c'est ce qu'on appelle le cuir vegan, c'est le polyuréthane en fait. Alors, le cuir vegan, on n'a pas le droit de dire cuir vegan, en tout cas en France, je crois même en Europe. Ou Ouais, c'est des alternatives au cuir. Mais oui, tout ce qui est matière végane, alors c'est hyper vaste puisque ça va aller oui, du PVC, du polyuréthane, donc qui sont des matériaux très compliqués à recycler, à surcycler, jusqu'à des de alternatives champignons. de champignons. Exactement, ouais. Mais tous ces matériaux sont Entre très en intéressants. phase industrielle là, maintenant, mais qui aujourd'hui n'est pas dédié à des produits avec, ayant des contraintes de résistance que vous Ouais. avez Pour les dans... cahiers des charges cuir, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux, on va dire, pour l'instant, dans l'automobile. Voilà, je trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est dommage Mm. qu'il y ait une confusion des genres Ouais. sur le cuir. Après, bon, je ne vais pas entrer dans le débat si ça vient de l'animal ou pas de l'animal, hein. Je pense que pour moi, le débat n'est pas là. Le débat, il est plutôt sur est-ce que c'est vertueux dans sa transformation ou pas. Je pense qu'on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de tanneries qui vont être plus propres aujourd'hui et c'est ce qu'il faut atteindre. Aujourd'hui, Mm. c'est pas
vraiment le cas de manière industrielle, c'est parce que ça reste réservé à ceux qui peuvent se le payer. C'est dommage. Donc, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin et qu'on remette du cuir, qu'on remette le cuir à sa bonne place. Et pour donner un autre exemple hors cuir, tu vois, on parlait des plastiques recyclés, on parle de plus en plus de biosourcés, etc. C'est pareil, il y a une limite à ne pas franchir. Par exemple, pas mettre, quand on dit biosourcé, il ne faut pas que ça entre en concurrence avec la nourriture, hein, ce que tu donnes, ce qui permet de nourrir l'homme ou l'animal, hein, tout ce qui est à base de maïs, etc., ce qu'on appelle les biogènes 1 ou les biogènes 2. On ne va pas mettre n'importe quoi dans les plastiques juste pour coller l'étiquette, c'est biosourcé, on va dans le bon sens. Non, c'est que des mots. J'allais dire, c'est la même chose au niveau des pigments. On a des pigments naturels. Philippe Fagot nous en parlait lors de For Good. Le verre de Vérone, le gisement est épuisé. Donc, le peu qu'il en reste, il doit être gardé pour la conservation et la restauration des œuvres qui utilisaient ce pigment. Donc, même une ressource biosourcée, il faut qu'elle soit biosourcée, renouvelable. Les gisements de minéraux, on sait en termes géopolitiques de quoi il s'agit quand on parle de terres rares. Il ne faudrait pas que dans quelques années, les gisements couleurs aussi soient impactés. Le mot, c'est responsable, hein. C'est responsable. D'accord. Voilà. C'est responsable. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai en tête une matière plastique là, qui nous a été survendue, etc. Et que maintenant, on interdit parce que bah, ça va. Enfin, je parlais du maïs parce qu'il y a des dérivés de maïs dedans. Mais rien que le fait de proposer le truc, c'est déjà inhumain. C'est déjà inhumain. Tu te dis, mais enfin, ça sert à faire ça pour les êtres vivants. Pourquoi tu veux faire un plastique avec? Enfin, Et du coup, il vaut mieux effectivement avoir des bioplastiques et des biocolorants qui sont fabriqués par des bactéries, nourris par nos déchets alimentaires, où là, il y a une boucle plus vertueuse. Je pense à des colorants, hein, par exemple, qui sont développés aujourd'hui comme ça, avec de l'ADN copié qui a été mis dans des bactéries qui, du coup, sont en capacité de produire du colorant. exactement. Et pour ça, Marion, il faut pas demander de la surproduction, il faut pas avoir une voracité marketing à outrance qui fait que tu peux pas laisser le temps à ce type de processus de produire quelque chose. Si tu veux produire, bah, il faut des processus derrière qui soient pas chers et puis disponibles. D'accord? Et ça va pas dans le sens du développement durable, ça va pas dans le sens de la responsabilité. Ça, c'est mon avis. Donc, il existe des choses comme les tanneries propres, comme l'exemple que tu viens de donner, mais dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'on prévoit de vendre des objets, à, à mon avis, ça va un peu à contre-courant et c'est ça que je trouve dommage aussi. C'est qu'on veut produire. Tu vois, c'est comme mes gamins qui jouent aux jeux vidéo. Tous les ans, tu as le nouveau truc, tu as le nouvel iPhone qui arrive tous les ans. J'ai l'impression que les produits, tout le monde fait comme ça, quoi. Il faut tous les ans, il faut monter la barre un peu plus haut et ça, ben, C'est pour c'est ça que les entreprises qui transforment leur business de l'économie de la possession, par exemple, à l'économie de la location, enfin voilà, il y a des transformations de business. Et nous, on doit penser que ça soit un lieu, que ça soit un véhicule à la suite de sa vie, à sa réparation. Et justement, je voulais en parler aussi avec Nadine. Euh, il y a la deuxième vie d'un lieu. Je crois que les rames de métro sur lesquelles tu avais travaillé, c'était une rénovation. Qu'est-ce que tu penses de la suite? Quelle va être comment vas-tu travailler la couleur dans les années à venir et quels sont les signaux faibles que tu sens en termes d'aspect, en termes de finition et de couleur en elle-même? Pour répondre à ta question, il me semble, enfin là on commence déjà à le percevoir, c'est l'usage du matériau tel que, du matériau naturel qui sera très peu retransformé,
ou éventuellement la notion de ces matériaux qui sont réutilisés et cette notion de deuxième vie. Ça, c'est une piste qui commence à apparaître, surtout dans l'architecture. Et là, il y a tout un projet qui a été fait d'une école avec, donc là on quitte un peu le monde du transport, hein, j'en suis désolée, mais qui est fait tout à fait avec de la récupération. De plus en plus dans le secteur du bâtiment, on met des ressourceries en place, on est dans la réutilisation de matériaux qui ont déjà été utilisés ou des matériaux qui sont recyclés. Donc forcément, l'aspect final, pour le moment, est quand même en train de se modifier de par l'usage de ces matériaux travaillés de manière tout à fait brute. Si on parle de matériaux bruts, donc après, évidemment, en termes de transformation, il y a d'autres contraintes. C'est quand on parle de durabilité, etc., on parle de matériaux bruts, on parle de matériaux de seconde vie. Bon, il faut savoir que dès qu'on recycle une matière plastique, ben, elle perd beaucoup de ses capacités de résistance et de solidité. Donc, on ne peut pas tout faire non plus, d'accord? On n'est pas au bout de ce qu'on a investigué, j'ai envie de dire. Voilà, mais on ne peut pas broyer des choses et les remettre telles que dans un véhicule parce que ça répondra simplement pas aux exigences générales que l'on a de résistance aux UV, pour le choc. Et donc, Mécanique. il y a d'autres contraintes avec lesquelles on va devoir vivre. Donc, ça va restreindre les possibilités d'un côté, mais en même temps, il y a tellement de déchets, il y a tellement de possibilités qu'on n'a pas fini de savoir ce que l'on peut faire. Mais voilà, je pense qu'il va y aussi y avoir une... Alors, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est le mot mode. Il va y avoir des modes. Comme ce que tu disais, Sabine, c'est que dans les années 90, d'avoir un aspect qui était hétérogène, machin, même en ce moment, c'est bien d'avoir des petits points partout, super. Mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Pour moi, on sera vraiment arrivé à la maturité quand on dira plus qu'il y a de recycler. Tu Non, vois puis ce que je veux dire? faut aussi penser, enfin, moi je parle de ça parce que un aspect un peu hétérogène, bon, ça peut être aussi intéressant pour un certain type de produits et donc d'acheteurs, de clients derrière. Mais voilà, quand on travaille aussi dans du haut de gamme ou dans du luxe, c'est pas forcément les aspects qu'on veut valoriser, auxquels s'attend le client. Le client, à la limite, comme tu disais, enfin, l'avenir, c'est plus, bon, il sait que sa voiture respecte au maximum l'environnement, mais il n'a pas forcément envie d'en avoir la preuve sous les yeux au quotidien. Voilà. Enfin, donc ça va vraiment dépendre aussi du client. Et puis ça saoule la force. Enfin, je veux dire, c'est marqué partout. Regarde chez toi, dès que tu achètes un truc à faire matière recyclée, même les poils, les trucs comme ça, tu dis, bon, bah, c'est bien. Mais Ouais, c'est vrai que ça peut faire. Moi, ça me fait sourire parce que quand il y a écrit en matière recyclable, oui, enfin, on pourrait mettre une étiquette en matière recyclable partout. surtout, voilà. Non, ce qu'il faut, c'est marquer quand c'est pas recyclable. Quand c'est pas recyclé, tu vois. Là, on aura inversé le truc en disant, cette voiture est complètement polluante. Oui. Achetez-la. Tu vois, bon, voilà, on ne dit J'espère plus. que ça va arriver. J'espère que Et, ça va arriver, tu sais, on mettra des patchs comme sur les paquets de cigarettes. Ah oui. et en quoi les recherches qui sont faites dans l'industrie automobile peuvent servir justement les autres industries? Je pense à un véhicule, alors c'est souvent des concept cars, hein, évidemment, mais je crois que c'est Bentley qui a fait un véhicule dont la peinture extérieure, la couleur a été développée à base de déchets, de balles de coton, bon, des choses comme ça, le noir de charbon. Est-ce que c'est des matériaux qui sont qu'on pourrait imaginer comme autrefois on utilisait des charges à base de craie, maintenant on utilise des charges à base de coquilles d'huîtres, c'est de la craie, mais autrement. Il y a cette envie-là de tester où on attend au contraire plutôt que ça soit maîtrisé côté fournisseur
avant de s'impliquer, parce que c'est des recherches qui coûtent cher aussi. Ouais, tu avances forcément. Plus l'industrie automobile va t'apporter une stabilité. C'est faisable industriellement, donc ça veut dire que c'est déployable partout dans le monde. Et donc ça, tu as un effet de volume qui est plutôt bénéfique quand il s'agit de quelque chose de sain. D'accord? Après, c'est peut-être pas l'industrie automobile générale qui va être beaucoup précurseur. Tu parlais de Bentley. On est dans du confidentiel, donc on peut se permettre, la voiture elle est faite à la main, que tu peux permettre pas mal de choses, mais si tu utilises du charbon quand tu fais 5 millions de bagnoles, ou dans un produit que tu fais en grande quantité, je pense que c'est pas viable et ça posera d'autres problèmes. En fait, le développement durable, le problème, c'est la quantité. Plus Oui, tu c'est fais ça. C'est que du coup, si tu dois faire 50 millions de véhicules avec du noir de charbon, bah, ça fait beaucoup de charbon, voilà, donc ça veut dire entre qu'il faut que guillemets. quelqu'un reproduise le charbon. Enfin, c'est Et illogique. Donc, tu vois, l'histoire des il filières y a un dont nouveau parlait Sabine tout à l'heure aussi. c'est ça. Il y a un nouvel équilibre à trouver. Donc, moi, ce qui m'importe, et je suis désolé, je reste beaucoup dans le monde automobile, mais c'est ce que je connais le mieux, on a une responsabilité, d'accord? Parce qu'on fabrique des voitures, elles sont dans la rue, etc. Et bah oui, c'est polluant de multiples manières. C'est comment on rattrape le coup, qu'est-ce qu'on fait avec nos anciennes voitures, comment je peux revaloriser les déchets que moi-même ou que mon industrie a générés. Et ça, c'est des réflexions qui sont longues, mais il y a des solutions. D'accord? C'est plus dans ce sens-là que je souhaite réfléchir plutôt que d'aller chercher des solutions autres pour le moment. Parce que là, j'ai un problème ça existe déjà. J'ai déjà pollué, quoi. Et donc, il y a des casques, il y a des voitures en fin de vie, etc. Tu vois, ma réflexion à moi, elle est plutôt dans ce sens-là. Comment je récupère pour refaire mieux ou faire revivre. Sabine, tu veux compléter? Non? Oui, enfin, si je reviens par exemple au concept, alors, ce qui est intéressant, enfin, c'est que enfin, l'automobile, enfin, surtout au niveau des concept cars, s'inspire quand même de tendances avancées qu'on détecte dans d'autres industries. Par contre, l'automobile, en la mettant dans des concept cars, donc sur un produit qui est extrêmement populaire, rend l'innovation plus connue. Et après, j'ai envie de la redonne aux autres industries en l'ayant voilà, mis sous les spotlights, en l'ayant éventuellement expérimenté, retravaillé et en ayant un peu décidé si c'est quand même viable, alors à moyen ou long terme, comme innovation pour l'automobile, ou si finalement euh, c'était un peu trop optimiste et un peu trop innovant et un peu trop incompatible de l'industrie automobile. Donc ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est qu'il y a un double échange, c'est-à-dire que on va aller s'inspirer d'autres industries et d'autres industries vont s'inspirer du monde automobile, soit parce qu'on a popularisé certaines innovations. Après, il y en a qui viennent, on va dire, qui viennent officiellement et de façon native de l'industrie automobile. Mais d'autres industries, je pense à l'industrie du luxe, va être intéressée par plutôt une maîtrise des process d'innovation, pas forcément pour une chose en particulier, un détail, une façon d'insérer des pigments. Enfin, voilà, c'est plus au niveau technologique qu'on intéresse d'autres industries. Je voulais juste compléter au niveau voilà innovation CMF comment ça peut se passer. Mais ça fait qu'on a des conversations très intéressantes voilà entre industriels de mondes complètement différents, échanges qui sont très enrichissants parce qu'on n'est pas du tout dans la concurrence et donc on peut quand même se livrer pas mal sur euh, nos challenges respectifs et on en croise certains. Et pour citer un exemple, euh, l'apparition de l'impression 3D dans la mode a fortement été dans la mode, on va dire la mode, pas le Haute prêt-à-porter. couture. La haute couture est quand même fortement inspirée d'une industrie telle que l'automobile où c'est un process de fabrication qu'on maîtrise quand même depuis quelques années, qui est en série pour certaines pièces. Et on laissera le temps à Nadine.
Et Nadine, toi, dans l'architecture, il y a des transferts que tu fais justement de matériaux non issus de l'architecture ou de procédés que tu as pu découvrir dans le produit ou dans le transport? Oui, pour le moment, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment en recherche là-dessus de nouvelles procédés, de nouvelles façons de répondre. Mais là, pour le moment, on est plus au stade de la recherche qu'au stade de l'application. Et j'ai pas répondu tout à l'heure à ta question sur le fameux métro. En effet, on avait gardé, le choix de la RATP avait été vraiment de garder le design d'origine qui avait été fait par Roger Talon et qui avait été extrêmement bien dessiné. Donc, ils n'ont pas vu la nécessité de le refaire complètement, mais juste de lui redonner une deuxième vie. Et finalement, ça a été décidé il y a plus de 15 ans, je crois, et c'est finalement très contemporain, c'est-à-dire on ne refait pas pour refaire parce qu'il faut redonner une nouvelle image ou avoir un propos marketing, mais on le refait. Le design de base est suffisamment bien fait pour on n'éprouve pas le besoin de tout remettre à plat, mais au contraire de lui redonner une autre vie. Et là, du coup, ça m'amène à ma dernière question, c'est comment redonner une vie à l'automobile, puisque si on veut abandonner les voitures grises pour ne pas risquer de ne pas les revendre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place hein, finalement? Quelles sont les options? Est-ce qu'on sait qu'on travaille par exemple aujourd'hui beaucoup sur du covering? Il y a peut-être d'autres pistes. Bah, peut-être, moi j'allais répondre, je vais peut-être choquer Sabine et Thierry, mais peut-être la garder 15 ans. Moi, la mienne, elle a 15 ans, ma voiture, elle marche toujours. Au départ, quand je l'ai choisie, elle est dorée en plus, c'est une Mitra. J'ai eu un coup de cœur pour cette voiture et je l'ai depuis 15 ans. Et je pense qu'elle va peut-être, je vais peut-être mourir avant elle. On te voit plus Ah, et du coup, on n'a pas entendu le début de la question. Donc, est-ce que tu pourrais réouvrir ta question de justement? je sais plus. Ma question, c'est vraiment cette notion de la possession. Quelle attitude nous avons dans la possession que nous avons sur les objets que nous achetons. Je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, mais moi, ma voiture, elle a 15 ans. Je la possède depuis 15 ans et c'est ce que je vous disais. Je pense que je vais mourir avant elle et c'est peut-être ça qu'il y a d'intéressant. Enfin, c'est humoristique, mais c'est juste la question au moment de l'achat, qu'est-ce qui nous motive dans un achat et qu'est-ce qui peut nous donner envie de conserver nos objets le plus longtemps possible pour ne pas être dans le renouvellement perpétuel. C'est vrai que les couleurs et matières ont un rôle à jouer là-dedans. Enfin, si je pense à faire perdurer enfin, je sais pas, mais quand je parlais tout à l'heure, on réfléchit à des business models. C'est vrai qu'il y a le business model, bah, tout simplement de faire durer les produits le plus longtemps possible. Donc, est-ce qu'on les fait durer tels quels? Est-ce que justement on a des astuces pour renouveler, avoir quand même un rafraîchissement de l'intérieur ou même un changement complet? Donc là, les couleurs et matières ont un grand rôle à jouer. Et après, il y a le business model de la location aussi. C'est-à-dire, on fait vivre plusieurs vies à un véhicule, c'est-à-dire on n'achète plus un véhicule, on le loue pour 5 ans. Il est réhabilité, il va être reloué parce que certaines pièces ont été renouvelées et pour un autre usage. Donc il y a le côté aussi multifonction qui est mêlé aux notions de longévité. Et dans tous les cas, enfin quels que soient les business models qui sont en train d'être étudiés, je suis persuadée que l'apport d'astuces, de stratégies, de couleurs et de matières, c'est incontournable à ce niveau-là. Pour créer la désirabilité? Ouais, pour créer la désirabilité, pour le choix des matières qui vont durer plus longtemps, des stratégies peut-être d'interchangeabilité, des stratégies qui prennent en compte justement le vieillissement des matières, c'est-à-dire qu'au début on achète, on s'assoit sur
un canapé tout neuf, on va dire. Et puis, quand peut-être on va louer un véhicule qui a 10 ans d'âge, eh ben, on sera sur le fauteuil, le Chesterfield patiné. Et ça sera assumé. Donc, enfin, ça revient à des discussions qu'on a eues, mais il y a plein de choses à faire. Et je pense, en toute modestie, que le design CMF est incontournable. Pas tout, Oui, tout à fait. je- Ouais. Par contre, la longévité, je pense que ça passe aussi d'un côté industriel, c'est-à-dire que de penser une voiture que l'on peut facilement réparer, que l'on peut facilement même enfin, réparer en cours de vie et recycler en fin de vie, la solution, c'est celle-là. C'est-à-dire que on consomme plus la voiture comme on la consommait avant. Avant, la génération de mes parents, on achetait une voiture pour la garder. Là, on achète un objet qui est susceptible de passer de mode. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème vis-à-vis de ça. On consomme un Je objet. consomme pas mon véhicule comme un Ah, objet mais facile c'est de de... manière générale. Moi aussi, je garde ma voiture le plus longtemps possible parce que c'est un besoin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis, mais c'est un certain prix aussi de changer de voiture tous les 5 minutes. Mais le fait est que bah, pour garder ma voiture le plus longtemps possible, faut qu'elle soit plus réparable et il faut qu'elle soit plus durable, etc. Et je vais pas. Moi, je suis comme Nadine, hein, ma voiture, je l'aime bien, donc je n'ai aucune raison de la changer, quoi. Voilà. Il y a Et aussi ce côté. si on focalise sur la notion de voiture, c'est vrai qu'on se rend compte que les jeunes, même, ne la possèdent plus et se la prêtent. Alors, c'est peut-être pas un courant encore très fort, mais quand on parle des signaux faibles, ça, c'est vraiment un signal faible. Oui, mais c'est Je vois les jeunes générations n'ont plus ce sentiment là aussi, sur la possession et se la prêtent. la prête ou la loue Ils aussi achètent des ponctuellement. voitures à 3 ou 4 et puis Mm. ils essayent de de- s'arranger. Donc ça va aussi énormément changer donc pour moi, la réponse du CMF, elle est hyper importante, mais elle viendra aussi des nouvelles pratiques et des nouveaux usages. C'est clair. Alors, est-ce que ça ira vers une personnalisation très forte? Et puis, il y a cette notion de tribu dans lesquelles les jeunes évoluent beaucoup. Ou est-ce que ça sera au contraire des réponses extrêmement standardisées pour que ça plaise à tout le monde? Je pense que ce seront les deux tendances un peu qui se côtoient. Et voilà. Et c'est peut-être ce que je trouve intéressant dans l'époque qu'on est en train de vivre, qui est quand même âpre, on va dire, c'est qu'on sent qu'il y a plein d'autres possibles qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont vraiment en place. Et moi, je le sens très fortement dans la jeune génération, très jeune, hein, par contre. Là, je vous parle carrément des moins de 25. Voilà. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder, c'est dans toute cette relation à la possession. Moi, il y a juste un point auquel je ne crois plus, c'est à la personnalisation, puisqu'en fait, tous les produits, même des produits d'investissement, avec des parties personnalisables liées à la couleur, c'est-à-dire quand c'est personnalisable lié à l'usage, oui. D'accessoirisation, le côté modulable. Par contre, tout ce qui est personnalisation, couleur et matière, en fait, on pas forcément montré un vrai succès commercial. Et j'analyse ça avec, on va dire, deux points. Le premier, c'est que bah, la plupart des gens ont peur, hein, ils ont peur de se tromper et ils n'osent pas. Donc finalement, ceux qui personnalisent sont ceux qui ont déjà finalement une maîtrise. Et en revanche, c'est d'ouvrir le choix, d'avoir énormément de choix, mais pas, enfin, d'avoir du choix, pas énormément, parce que quand on en a trop, pareil, on ne sait plus choisir et du coup, on va vers ce qui rassure. Mais du coup, c'est d'accompagner et c'est peut-être d'accompagner au moment du choix. Donc, je pense plus à des configurateurs guidés, par exemple, basés plus sur des choix de couleurs. Alors, si on prend l'exemple de Nike ID, où concrètement, on choisit les zones, on fait du coloriage. Et moi, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est viable. Non. Et si par contre, on guide en disant, bah voilà, vous avez besoin de ressentir quoi? Dans votre intérieur de véhicule, vous avez besoin de
Est-ce que de travailler plutôt sur un parcours guidé comme ça a plus de possibilités d'aider les gens à configurer, on va dire, leur choix couleur matière tels qu'ils les aiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec toi quand il Ah, je suis s'agit de... d'accord, oui. Mm, mm. Pardon, vas-y. Bah, du coup, qui commence? Bah, bon, je veux bien prendre la parole. Moi, je suis d'accord pour, enfin, quand on réfléchit à des produits comme, voilà, comme du footwear ou, enfin, ou du produit, petit produit électronique. Par contre, la personnalisation dans l'automobile, enfin, c'est quand même pas la même échelle, le même genre de choix. Et c'est, dans certains cas, pour une certaine clientèle, c'est même incontournable. Quand on est dans du très haut de gamme, il est hors de question de ne pas avoir le choix et d'avoir le choix le plus libre possible. Par contre, c'est vrai, dans tous les cas, que c'est nécessaire d'être accompagné et il y a de plus en plus, enfin voilà, les configurateurs. Alors, c'est paradoxal, on a de plus en plus de ventes de véhicules en ligne, comme plein d'autres produits. Et de ce fait, et parce que personnalisé, ça, on peut être vite perdu, effectivement, les configurateurs sont de plus en plus, on va dire, performants, avec au niveau des rendus couleurs et matière, si je me focalise là-dessus, vraiment se rapprocher le plus possible du photoréalisme. C'est vraiment un travail incroyable qui est fait par les techniciens, par les imageurs, comme on les appelle, pour ça, pour aider. Et puis, on travaille beaucoup. Ça aussi, c'est un peu une face cachée du métier dans le design CMF. On travaille beaucoup avec le commerce pour proposer un peu des combinaisons, des offres possibles, des pré-recommandations de combinaisons quand on peut personnaliser. Et puis, on travaille, on en a parlé un peu plus tôt, mais on travaille beaucoup aussi avec les réseaux commerciaux pour leur expliquer aussi pourquoi telle couleur, pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle signifie, pour, je reviens un peu, pour vendre le plus large panel, le plus large choix possible, et pour, je reviens, pour éviter de tomber dans l'écueil de, bah, dans le doute, on va prendre du noir, du gris, du blanc. Bouclé, bouclé. Ouais. Ouais. Après, moi, je nuancerais peut-être un petit peu de mon point de vue. Je suis complètement d'accord sur le haut de gamme. La personnalisation, c'est ultra important parce quand on achète une voiture à un certain prix, on n'a pas envie que le mec à côté de nous au feu rouge, il ait la même voiture que nous. D'accord? On veut se différencier. Après, il y a aussi certains types de voitures qui s'y prêtent très bien. Je pense à Fiat 500, par exemple, où ils te proposent 500 000 combinaisons différentes, etc. Et là, ça a toute la valeur et je ne pense pas que ça impacte sur la revente. Mais entre ces deux grands écarts, il y a tout le reste. Et là, la personnalisation, c'est bien plus compliqué. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. T'en parlais, Sabine, etc., de faire de la communication, d'expliquer, il y a le storytelling. Mais au-delà de ça, moi, j'ai l'impression que le client, c'est une impression, hein, dire ce que vous en pensez, mais qu'il n'a pas envie d'écrire quelque chose au feutre indélébile et puis de le regretter et surtout de ne pas pouvoir revendre, etc. Je pense que la personnalisation, elle est possible, mais il faut qu'on la repense en quelque chose qui ne reste pas. C'est-à-dire que tu le mets et puis si tu veux, Je veux tu dire l'enlèves. éphémère. Tu veux C'est dire éphémère, Bravo, voilà. tu réalisation jettes et ça fait tant que ça fait c'est de la ta pollution. possession. C'est de Voilà. la presse en plus, mais aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent. Il y a l'impression 3D, il y a vraiment des choses qui existent qui peuvent permettre au client d'être chez lui dans sa voiture, parce que c'est une extension de son habitat, hein, de pouvoir le décorer à sa manière. Et puis, le jour où il en a marre, de pouvoir le changer, ou le jour où il en a. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est possible et que. Enfin, tu vois, je me mets à la place, enfin, si c'était ma voiture, bah ouais, aujourd'hui, j'ai l'intérieur que me propose le constructeur. Il est ce qu'il est, je l'ai choisi parce que je l'aimais bien. Mais chez moi, je suis toujours en train de changer les fauteuils de place, les machins, les trucs, parce que bah, j'aime bien ce côté qui change. Mais dans ma voiture, je ne peux pas le faire. Tu vois. Et une personnalisation qui t'offre un, un escape, tu vois, un retour arrière. Ça s'est fait par la lumière, en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire par la lumière. C'est un vrai changement d'ambiance par la couleur Oui, lumière. oui, mais c'est pas suffisant. Et Nadine, tu étais interpellée aussi par ce sujet?
Bien, c'est peut-être cette notion, c'est ce que tu disais, c'est quelle émotion vous avez envie d'avoir. C'est peut-être prendre cette problématique enfin, comment dire, de la matérialité que l'on peut trouver à l'intérieur de l'objet que l'on achète. C'est plus le personnaliser, mais par d'autres moyens, peut-être dans un accompagnement au choix, ou quelle sensation vous voulez avoir, enfin, le reprendre plus par la notion de l'émotion. Voilà, je réponds peut-être pas totalement à la question, puisque le domaine de la voiture est moins mon domaine, donc je suis plus mal à l'aise dans votre débat. Voilà, mais c'est vrai que plutôt qu'une personnalisation, un accompagnement au choix peut être peut-être une solution, je ne sais pas. Merci Nadine. Est-ce que tu peux essayer de rallumer ta caméra une dernière fois? Parce que là, on n'a plus ta caméra depuis un petit moment pour faire la conclusion. Elle est allumée normalement, je ne Oh, bah, comprends pas. je pense que c'est parce que tu ne dois pas avoir assez de réseau. Je Bah, du coup, pense. le son est Je bien. me mettrai dans un autre endroit la prochaine fois. Ouais. Il n'y a plus de décalage. Pourtant, je suis très près de la box, je ne comprends pas. Alors du coup, bah, coupe la caméra. Comme ça, il y aura écrit Nadine. Voilà. Euh, donc voilà, on va conclure. Merci à tous. Malgré les bugs de connexion, c'était notre premier. Fallait qu'on essuie les plâtres, fallait qu'on rate plein de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié voilà, l'échange, les réflexions. On voit qu'on a tous un intérêt partagé pour la CMF et la CMF responsable, et on voit qu'il y a plein de moyens d'y arriver avec des angles différents. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, le prochain Color Panel de Color de Life sera plutôt dédié au textile cette fois-ci. Donc, à très bientôt. Et merci encore à vous trois. Mais on ne sait pas si tu es décalé ou si tu es... Alors, De toute façon, je suis assez décalée comme fille, hein. c'était drôle, hein? Parce quelle aventure, c'est le premier, mais alors quelle aventure!